la base, c'est censé être un organisme qui contrôle ce qu'on mange et tout ce qui est supplément vitamines et compagnie, mais en fait, c'est tout le contraire. Si je me fie aux vidéos que j'ai vues, c'est plutôt pour nuire que pour faire du bien. Et c'est parti de ces deux prisonniers qui étaient poursuivis pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça, pour crime contre l'humanité. Et puis en sortant de prison, ils disent on va faire mieux. Je sais plus leur nom d'ailleurs, mais on va faire mieux, on va empoisonner les gens par la nourriture, quoi. Ouais. Et je sais qu'en France, le directeur de l'ANSES qui a participé à des réunions du Codex Alimentarius et il se dit indépendant, qu'il est complètement enroulé dans la farine, c'est grave. Et donc les gens, déjà bon, en France, le Codex Alimentarius, c'est ceux qui commencent à s'inquiéter, qui connaissent, sinon les gens n'ont pas entendu parler, hein, on est vraiment en retard, quoi. Donc ils font confiance, ils disent c'est vérifié, tout va bien, quoi. Ça continue et il y a des questions qui suppriment, je ne sais plus quel supplément en vitamines ou qui interdisent certaines choses, mais on s'en sort pas, quoi. Donc je suis persuadée qu'il y a beaucoup de liens avec les lobbies et les conflits d'intérêts. Et on interdit les choses qui sont pas nuisibles pour la santé, et puis finalement on supprime ce qui est bon, quoi. Okay. Et on autorise de plus en plus de produits chimiques dans la nourriture. Donc voilà, là ça filme là. Ouais. Pauvre. Je savais pas. Le but c'est de faire croire que c'est un organisme qui est là pour le bien et de faire croire qu'il vérifie la qualité de tous les aliments, nutriments, suppléments, vitamines et compagnie. Mais en fait c'est tout le contraire derrière, parce que le but c'est de nuire à l'humanité. Parce qu'à la base c'était ces deux prisonniers de la Deuxième Guerre mondiale, dont j'oublie le nom, qui étaient assez connus, et qui étaient poursuivis pour crime contre l'humanité et qui sont sortis de prison et qui se sont dit on va faire encore mieux que la Deuxième Guerre mondiale, on va assouvir les gens par l'alimentation et les détruire par l'alimentation, parce que les gens sont obligés de manger. Donc on appelle ça le Codex Alimentarius, mais en France, c'est M. Mortureux, qui est directeur de l'ANSES, qui a suivi l'AFSA. Et donc, lui, je sais qu'il a participé à des réunions du Codex Alimentarius, qu'il participe aux réunions de l'EFSA, et il se dit indépendant, il se disait être un organisme indépendant qui a menti effrontément en 2009 sur les effets de l'aspartame et des édulcorants pendant la grossesse. Et en fait, ce rapport faisait 29 pages. Et il était, à la fin, il y avait quelques experts français cités, dont aussi toute une liste de lobbies qui vivent de l'aspartame. Donc on ne peut pas dire que c'est indépendant, étant donné les mensonges qu'il y avait dans ce rapport. Je ne vois pas pourquoi le directeur de l'ANSES participe à des réunions du Codex Alimentarius et au sein de l'EFSA, et se dit soi-disant indépendant, voilà. Donc je sais que cette personne a 5 enfants, et en relation aussi avec les associations d'obèses en France, qui font la promotion des opérations, des bypass, des anneaux gastriques et compagnie. Et cette association, je ne dirais pas non, touche de l'argent des cliniques qui opèrent ces gens-là. Donc tout ça, il y a des chiffres assez affolants. En 2009, il y avait à peu près 18 000 opérations sur des obèses en France, mais en 2013, il y a eu 34 000. Et voilà, c'est énorme, c'est le cas de le dire, mais... Et on ne dit rien, donc ces gens les opèrent, après on leur conseille des sucrètes ou des boissons light pour maigrir. Donc sur le coup elles maigrissent parce que l'estomac était réduit ou la gastrique ou autre. On leur fait compter les calories et puis elles se bourrent de plats au micro-ondes et de soda light. Donc les kilos reviennent, on réopère 3-4 fois en 10 ans. Ça marchait donc lucratif autant pour... c'est énormément lucratif. Ouais, donc autant pour l'agroalimentaire que pour la médecine à la limite. Pour la médecine, la chirurgie et aussi pour les laboratoires pharmaceutiques. Ouais. Parce que comme disait le député belge Laurent Louis, un malade c'est le jackpot pour les lobbies. Ah, c'est sûr. Et donc jusqu'à ce que mort s'en suive, donc on va dire elle était obèse, elle a été opérée 4 fois, bon elle est morte, on va au crématorium demain. Ben oui, mais ça fait de l'argent pour tout le monde et la souffrance des gens on s'en moque. Donc le pire c'est pas ces cas d'obésité morbide. En France on a eu des cas l'année dernière à 15 ans 153 kg, 17 ans 312 kg dans une clinique vers Bordeaux. Une femme de 300 kg à 40 ans, et donc là c'est bypass, c'est opération, c'est chirurgie, mais pas de prévention. Le pire c'est les enfants qui naissent avec des tumeurs au cerveau, parce que la mère a mâché des chewing-gums pendant la grossesse pour éviter les nausées ou autre, ou le diabète gestationnel, elle a pris des sucrètes ou du soda light sur les conseils de diététiciennes désinformées encore aujourd'hui. Et là on se retrouve avec des enfants qui ont des tumeurs au cerveau à la naissance, ou à l'œil,
qui développent des AVC tout petits, même bébés, hein, le premier jour de vie, et on ne va pas voir d'où ça vient. Parce que moi, je ne comprends pas. Donc, on nous parle de sécurité alimentaire, on nous dit que tout est vérifié, qu'en France, il n'y a pas de problème, c'est très sérieux, que les colorants sont autorisés, mais ça peut faire un peu d'hyperactivité, mais c'est pas grave, on ne va pas dire que c'est cancérigène. Et donc, les gens, monsieur tout le monde, pas les gens qui commencent à s'inquiéter, mais monsieur tout le monde dit, c'est montré à la télé, les études disent que, il y a l'INSERM, il y a toutes ces CNRS et compagnie, donc on mange. Mais si on commence à dire qu'à l'étranger, en Italie ou au Danemark, par exemple, pour l'aspartame, c'est dangereux, on dit, oh mais oui, mais c'est pas sûr, donc je continue à manger. Donc c'était sur des rats, donc le consommateur moyen va continuer à consommer, parce qu'on aura un doute, comme c'est pas sûr, voilà, c'est rien de prouvé. Et puis il ne faut pas oublier non plus que les aliments industriels provoquent l'addiction, ils contiennent quasiment tous du glutamate monosodique mis sur le marché en 1909 par Ajinomoto, qui fabrique aussi l'aspartame en France dans une usine à Gravelines. Et la bonne nouvelle, il y en a deux, c'est que vers le 20 avril, il y a une étude américaine qui est sortie concernant l'aspartame, qui a étudié des milliers de cas de femmes consommant différents produits en contenant. Et ils ont prouvé que des femmes qui consomment cet édulcorant peuvent mourir précocement. Donc leur vie va être terminée beaucoup plus tôt que prévu. Donc là, ça a fait toute une vague, même dans les médias en France, sur Internet. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une usine à Gravelines, en France, d'aspartame, Ajinomoto, et qui existe là depuis plus de 20 ans, avec 103 employés aujourd'hui. Et l'usine se faisait du souci pour l'emploi dans son usine depuis 2012, et alerté les députés à Paris. Et en fait, aujourd'hui, cette usine va être en vente. Et donc, ils appellent au secours, le directeur de l'usine appelle au secours aux députés locaux pour aider à trouver un bon acheteur pour acheter l'usine d'aspartame. Et donc, on fait croire qu'il faut préserver le savoir-faire des 103 employés. C'est sur Internet, hein. Et qu'on va essayer de trouver un sucrier, peut-être, qui peut racheter pour fabriquer un autre édulcorant dans la même usine qui a fait l'aspartame depuis 20 ans. Et j'espère qu'on ne va pas laisser partir cet Asiatique qui est le directeur de l'usine en Asie pour qu'il continue à faire de l'aspartame en Asie, parce que moi je serais prête pour que tout le monde se rassemble et qu'on porte plainte pour génocide ou crime contre l'humanité. Ouais. Ça fait 20 ans qu'ils faisaient de l'aspartame, et je sais de sources sûres que dans cette usine, il y a des gens, à force d'être en contact avec l'aspartame au quotidien, dans leur travail, sont malades irréversiblement. Et ça, on ne va pas aller enquêter sur la maladie de ces 103, les pathologies possibles de ces 103 employés. On va essayer de sauver l'emploi, mais en continuant à empoisonner les gens. C'est du délire. Donc là, on voit bien que, comme disait Colin Serrault dans son appel au boycott dans une vidéo, ces monstres ont des pieds en papier crépon, et le temps, quand on arrête d'acheter, ils s'écroulent. Et tout ça, c'est lié au Codex alimentaire russe, les associations industrielles, le Parlement en Belgique, etc. Les lobbies sont très puissants. Mais si Ajinomoto commence à s'écrouler par rapport à l'aspartame, c'est très bien. Il faut savoir qu'Ajinomoto, c'est aussi le fabricant de glutamate monosodique depuis 1909, et qu'il y a aussi d'autres usines en France. Et là, le glutamate, c'est aussi beaucoup plus répandu que l'aspartame. C'est quasiment tout ce qui est industriel, caché sous le mot arôme, glutamate de sodium, extrait de levure dans les produits bio ou pas. Et là, on se retrouve avec des millions de produits agroalimentaires qui en contiennent. Et c'est une molécule neurotoxique qui va faire des problèmes d'obésité, de diabète, de comportement, de crise de violence, de migraine, de Parkinson, d'Alzheimer, arrêt cardiaque, cancer, parce qu'à l'intérieur, la molécule contient une molécule qui peut provoquer des cancers, et on ne dit rien. Donc avec des millions de gens encore aujourd'hui qui consomment des chewing-gums, qui consomment des sucrètes, qui consomment du soda light, qui consomment tous ces produits-là, et à côté des bouillons cubes dans les sauces, des plats en boîte, les chips, etc., surtout les ados, et du coup, on n'a pas fini. On se retrouve en France avec des jeunes de 15 ans qui ont Alzheimer, et en 2010 c'était 20 ans, et qui ont des fois même Parkinson à 20 ans avec ce syndrome de la jambe qui tremble. Il y en a même 6-7 ans qui ont ce syndrome aujourd'hui. Ça n'existait pas il y a 40 ans. Donc du coup, sous prétexte que tout va bien, tout est contrôlé, on empoisonne massivement toute la population, hein, toutes les classes sociales, et encore plus ceux qui ont moins de moyens, parce qu'ils vont chez des petits supermarchés, Cora, Lidl, tout ça c'est moins cher. Mais c'est moins cher parce qu'il y a moins d'aliments nutritifs à l'intérieur des produits, plus additifs. Donc là, on va dire, oh, mais c'est des classes défavorisées, ils sont très bien, ouais. Mais il y a même des vidéos sur l'obésité dans le monde, des reportages où on montre qu'en Amazonie, par exemple, dans les régions un peu isolées,
on importe par le fleuve un petit bateau marqué Nestlé et tout ça, comme un supermarché ambulant, qui a un pont qui va s'accrocher à la rive, et là on fait venir les gens, il y a un tapis roulant, une caisse et tout, et ils achètent tous les produits Nestlé. On voit ça dans le document Globésité, je pense. Ouais, c'est affolant, quoi. Ouais. Et on se dit jusqu'où ça peut aller. Donc il faut vraiment informer les gens, informer. Ah oui, mais aux États-Unis on en parle beaucoup, hein. Ouais. Même le docteur Playlock, neurochirurgien, parle de guerre bactériologique par la nourriture, par aussi les chemtrails, par les vaccins, etc., le fluor entre autres. Mais bon, en France, tout ça c'est caché. J'ai rencontré un homme d'affaires qui parle plusieurs langues dans un train l'année dernière. Il me disait, je voyage beaucoup, je vois que les gens ont des prises de conscience dans d'autres pays, mais en France, c'est comme s'il y avait une cloche posée sur le pays, avec tous les Français sous la cloche et les informations autour de la cloche. Donc ils n'ont pas accès. Et comme le français en général n'est pas bilingue, il continue à être un mouton, voire un bœuf maintenant, parce qu'avec 300 kilos. Et donc du coup, tout ça, je suis sûre qu'il y a autre chose derrière. Les politiques sont souvent liées au lobby. Et en France, par exemple, on favorise l'emploi dans l'agroalimentaire, qui est le premier secteur en France, plutôt que la santé des consommateurs. Donc du coup, apparemment, depuis quelques mois, ils vont faire la promotion du sucre dans les écoles. Dans les écoles en France, on va distribuer des petits dentifrices bleu, blanc, rouge avec une brosse à dents, pour apprendre à se laver les dents. On va distribuer des bavoirs avec les marques de produits pour bébés. On va laisser les enfants faire la fête avec des bonbons, etc. C'est vraiment une source pour l'agroalimentaire. Toutes les cantines servent souvent des sauces en poudre. Et on dira, les enfants ont de l'asthme, les enfants sont énervés, les enfants sont agressifs. Aujourd'hui, on a des enfants de 8-11 ans qui se suicident en France. Mercredi après-midi, ils se pendent dans l'escalier. Puis la maman, elle rentre, elle a sa fille qui s'est pendue un mercredi après-midi à 11 ans, quoi. J'en connais. Et ça n'arrivait pas avant. Donc il y a bien quelque chose qui ne va pas. Mais le but, c'est de nuire de toute façon. On enterre de plus en plus d'enfants avec des leucémies. Et les politiques ne disent rien. Donc, comme je le dirais au colloque dimanche, je dis que ça fait 20 ans que je m'intéresse aux additifs. Ça fait 10 ans bientôt que je fais des conférences un peu partout. Et pendant ce temps, les ministres de la Santé, ils se roulent les pouces, quoi. Ils font rien, ils sont au courant, ils ne mangent pas comme vous. Si vous avez des enfants, ils ne mangent pas non plus comme les autres. Et eux, ils savent. Et puis, en général, on m'a dit que le restaurant du Sénat, la cantine, c'est comme un restaurant 4 étoiles. Okay. Vous avez même des sénateurs en France, où ça, j'étais en relation avec l'assistant d'un des sénateurs, qui défendait soi-disant la santé, en 2012, qui n'est pas venu à ma conférence de presse, il a pris l'avion pour aller à Toulouse. Et en fait, quelques jours avant ma conférence de presse, Ajinomoto était venu le voir avec un député du Nord, parce qu'il s'inquiétait déjà de l'emploi dans leurs usines d'aspartame. Et donc après, on faut croire que ces députés sont là pour défendre notre droit à la santé. Sauf que eux, ils sont même pas la même cantine que leur assistant, parce qu'ils mangent encore mieux que leur assistant. La cantine est séparée pour les assistants que pour les députés. Et donc, ils vont sûrement manger des aliments de première qualité. Vous avez rarement de députés qui font une crise d'épilepsie ou un AVC en plein discours. Vous n'avez pas de députés qui perdent tous leurs cheveux ou qui font 300 kilos. À part sur la photo, là, je ne sais pas qui c'est, hier que j'ai trouvé par rapport à l'usine d'Ajinomoto, 2 députés qui vont aider à vendre l'usine. Mais bon, c'est très rare de voir des députés en mauvaise santé, ou de politique. C'est vraiment pas courant. Par contre, la population souffre. Et je suis sûre c'est évident qu'il y a des liens. Moi, je me suis rendue 3 fois au ministère de la Santé en France, entre 2011 et 2012. Je leur donnais des chiffres, je leur donnais toutes les sources scientifiques sur le glutamate, aspartame et compagnie. Oui, il faudrait faire une étude d'épidémiologie, qu'ils n'ont rien fait. Donc on a parlé de la revue de remise en question de l'aspartame par l'EFSA pour l'année dernière. Et ça n'a pas donné grand-chose. Ils disent que tout va bien, c'est pas dangereux. Et là, on attend 2020 maintenant pour avoir un nouveau rapport. Okay. Et entre-temps, on continue à en vendre. Donc il y a des supermarchés en France comme Super U qui retirent l'aspartame de leur yaourt et leur propre marque de soda light pour mettre du sucralose, qui est un autre édulcorant des États-Unis qui se transforme en chlore dans notre sang et qui n'est pas prouvé comme étant non cancérigène. Et donc on retire ça et puis on dit à l'entrée du magasin, de moins les doses, on supprime petit à petit l'huile de palme, l'aspartame et compagnie, et vous arrivez dans le magasin, en tête de gondole, il y a du Coca Light. Donc il n'y a plus d'aspartame dans leur soda eux, mais on met en promotion les grandes marques qui vendent des Coca Zéro ou Coca Light. C'est une aberration, quoi. Alors on ne peut rien faire.
sauf apprendre aux consommateurs à lire les étiquettes, pour s'informer avant de consommer tel ou tel produit. Moi, en France, du moins, d'après tout ce que j'ai observé, on a la génération de 30-35 ans qui est née avec ces additifs dans la tête déjà pendant le process, la gestation. Leurs parents ont à peu près 40 à 60 ans, quoi, 50-60. Et là, c'est la génération 50-60 qui en a pris le plus d'aspartame. Ils ont découvert ça dans les années 80-85. Et donc après, on a la génération au-dessus, donc 70-90 ans, qui n'ont pas grandi avec tout ça. Donc ils arrivent à cet âge-là, qui n'ont pas à la naissance eu tous ces produits-là, qui n'ont pas mangé des bonbons tous les jours, qui n'ont pas mangé des chocolats tous les jours, qui avaient une alimentation plus saine pendant l'enfance. Et eux, génétiquement, ils n'ont pas été détraqués par tout ça. Donc eux, souvent, il y en a encore qui jardinent à 90 ans, ou qui font encore leur ménage, ou qui sont encore indépendants. Pas de moins en moins, bien sûr. Mais ils n'ont pas grandi avec ça. Et c'est leurs enfants qui ont grandi avec ça, des petits-enfants qui ont maintenant 30-35 ans. Et ces 30-35 ans ont beaucoup de mal à avoir des enfants, vous savez. Le but, c'est d'arrêter que l'espèce humaine se multiplie. On a de graves problèmes de fertilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait manger aux gens des additifs neurotoxiques et qui sont reprotoxiques. Et même le directeur de Super U en France l'a admis dans une intervention. Il sait qu'ils vendent de la nourriture cancérigène, reprotoxique et qui détruit la santé, mais il a une liste dans son bureau de 80 produits qu'il faudrait éliminer de l'alimentation. Lui, il n'est pas malade. Donc ces gens-là ne mangent pas comme vous, ils vendent ce qu'ils vendent, mais ils ne mangent pas ce qu'ils vendent. Et toutes les usines d'agroalimentaire ne mangent pas non plus. Ça, ces semences cachées, c'est en cas sûrement de catastrophe. Okay. Mais en même temps, ils préservent les semences à l'état naturel, sans que ce soit des OGM ou... Alors après, est-ce que dedans c'est des semences naturelles ou des OGM? Je ne sais pas si on sait, mais quel est le but de garder toutes ces semences au cas où, en cas de quoi, dans telles conditions? Voilà. Après, il y a d'autres choses qu'on ne dit pas trop. Il y a plein de scandales comme ça, mais bon, on est vraiment dans un monde qui marche sur la tête. We're going to take you on a journey to the end of the earth to show you a place that might someday save humankind. It's a bank built to last 10,000 years, but it's not money or gold that's on deposit. Currencies rise and fall with civilizations. We were there last month when the world's most important assets were made safe from climate change and nuclear war, locked deep inside the Doomsday Vault. Head toward the top of the planet, over the freezing Arctic Ocean, and you'll find a collection of ice-covered islands called Svalbard, Norwegian for cold coast. They're due north of Europe, administered by Norway, and among the last bits of land before the North Pole. Down on the water is the northernmost town in the world, Longyearbyen, with about 2,000 people. But polar bears outnumber the people, and reindeer outnumber everything. It's an otherworldly place, a twilight zone, where sometimes the sun never rises and the moon never sets. In the dead of winter, it was the last stop in the 30-year journey of American scientist Cary Fowler. It's a long way from the farm in Tennessee. It's a world away. Did you ever worry that it wouldn't get this far? Oh, I was worrying all the time, I think. But here we are. From the outside, it looks like a concrete wedge pounded into a mountain. Walk through the door and cross from a hostile wasteland into a safe house for humanity. Well, I've got to say, it looks like a doomsday vault. It probably is one. At least we think if there are any big problems on the outside, this is going to survive. This was clearly built to last. We built it to last as long as we could imagine. I don't know what was in the minds of the people who built the pyramids. Maybe they were building to last forever too. But I can't think of anything that's been built in our lifetime that's been built with this kind of time horizon. And all these pipes over our heads? That's the refrigeration units. The refrigeration? Yeah. We're 700 miles from the North Pole. We are. And you're air conditioning this place? We're going to freeze it even further. Freeze it colder than the permafrost, so that if the Earth warms and the power goes out, the vault will stay frozen for another 25 years. 200, 100. The treasures that the vault was built to house
approached an airstrip at the base of the mountain nearby. What's in these boxes took 10,000 years to develop and 70 years to collect. Now, they were loaded for the last mile to Fowler's frozen Fort Knox. This is the coldest place in the mountain. We wanted to take advantage of the naturally frozen temperatures down here, and we wanted absolutely the coldest spot we could find. It is pretty cold down here. It's cold. It's getting colder, actually. These are airlock doors. It keeps the cold air in. Wow. It's pretty big. So the foundation of humanity ends up here. It's about 30 yards long, it's about 10 yards wide and 5 yards high. Inside the boxes that came off the plane are millions of silver envelopes. Show me what's inside. Okay, we'll take a look at these two. Yes, they're going to be sealed in the boxes, but here's one sample. What are they? Well, these are chickpeas, or garbanzos. This is a crop you ought to know. Wheat? Wheat. Very good. So what's in all these envelopes is? Seeds. Mm-hmm. This is a giant vault built in the Arctic just to house seeds. That's right. It's a seed bank. If you could clear away the ice, you'd see that, officially, the bank is called the Svalbard Global Seed Vault. It's built to warehouse backup copies of all the world's crops, 1.5 billion seeds, everything from California sunflowers to ancient Chinese rice. If an asteroid strikes the Earth, seeds to restart agriculture would come from here. But science fiction aside, the main purpose is to protect against a doomsday that is unfolding right now, because the plants we've been eating for 10,000 years are going extinct. If you ask somebody how many kinds of apples are there, they're going to say, well, there's red, there's green, there's yellow, there's McIntosh, there's Golden Delicious. They're going to give you an answer like that. Maybe 25, I would guess. Good guess. But in fact, in the 1800s in the United States, people were growing 7,100 named varieties of apples. 7,100 different varieties of apples. And how many are there today? We've lost about 6,800 of those. So the extinction rate for apple varieties in the United States, about 86%. That pattern exists in all crops. Estimates are that every day one crop strain disappears. And here's why. Seeds used to be passed down through families, but today farmers are planting mass-produced industrial seeds. The upside is more food, but the downside is that the family variety goes extinct. To understand the danger, we visited a U.S. government storehouse in Idaho, where Mike Bonman watches over America's collection of wheat seeds. Well, we have in this room more than 50,000 different, what we call accessions, or collections of wheat from around the world. 50,000 different kinds of wheat. Exactly. I didn't know there were that many. Yeah, I think most people would be surprised. Most countries collect seeds in banks for safekeeping, and for 110 years, the U.S. Department of Agriculture has sent scientists called plant explorers to collect the seeds in these envelopes. If there's an Indiana Jones of plant explorers, his name was Jack Harlan, who made one of his greatest finds in the 1940s. This is PI 178383. This was a wild variety of wheat growing in Turkey. An old farmer variety that had probably been grown there for thousands of years. In the field, it looked dreadful. Harlan wrote in his journal it was hopelessly useless. Useless for food, but as it turned out, inside these seeds is a superhero for fighting wheat disease. Today, the genes of humble PI 178383 are a foundation of agriculture, bred into much of the bread we eat. That's why you have to collect everything. Because just by looking at the material in a farmer's field, you might say, that one's no good, let's don't collect it. But you can't anticipate what value that might have. There may be genes in that material that are going to be of immense value in the future. This is an example of a rust on a small grain. In this case, it's oats. And in each pustule, there are thousands and thousands of spores that are
disperse through the air and can infect other plants. In the past, plant diseases like this caused mass starvation. Think of the Irish potato famine. But today, scientists prevent famines by going through tens of thousands of plants looking for genes to fight disease or drought or any other problem. Turns out, some of the rarest and most valuable seeds come from some of the most unstable places. There was an important seed bank in Afghanistan. That's right. It's been destroyed. In the chaos following the fighting there, it was looted and destroyed. The Afghan seeds were thrown away because the looters wanted the glass jars they were kept in. Much of Iraq's seed collection was lost in that war, and in the Philippines, a typhoon washed away part of an important rice bank. Doomsday doesn't have to come in the form of an asteroid. Doomsday can come in the form of an equipment failure or mismanagement, just human mismanagement, or a lack of funding, or a typhoon, or something like that. And those kinds of things are happening all the time. And once that crop is lost? It's lost. We'll never see it again, and any kind of characteristic that it might have had is gone. It's off the artist's palette. It's a color that we can't use anymore. It may have the disease or pest resistance that we absolutely need to have a viable crop in the future. Gone. Fowler runs the Global Crop Diversity Trust, set up by the United Nations and Bioversity International. His safe house cost $9 million. Norway paid for construction. Bill Gates paid for the shipping. And nearly every nation are locked inside. Svalbard may seem a strange place to build an ark for plants. We went exploring by the only practical way to get around. The islands are a white desert, barren and chilled to 30 below zero. We're just above 78 degrees north latitude, and the North Pole just off this way, about 700 miles. This is about all the light that you get during this time of year. The sun never comes up over the horizon in the wintertime. It's ironic that the world's agricultural heritage is being stored in a place with no agriculture at all. They don't even have trees on Svalbard. But these mountains are just the place to save the resources of life itself, remote from nuclear war, from storms, and rising seas. These resources stand between us and catastrophic starvation on a scale we cannot imagine. And we now have, I think, kind of a perfect storm hitting agriculture. That perfect storm is crop extinction, population growth, and global warming. At the University of Washington, Professor David Battisti has calculated that in 100 years, farmers will face temperatures unlike any in human history, temperatures more like millions of years ago. What were conditions like then? Well, let me describe it this way. You have crocodiles in Ellesmere Island, which is in the edge of the Arctic. You have palm trees in Wyoming. And so Battisti's data come from the Nobel Prize-winning climate research of the UN. His work is funded by the National Science Foundation. Battisti projects that the droughts of the past will pale in comparison to what he believes is coming. If you think about the Dust Bowl in the U.S., and you think about, well, there was a decade where you had, on the average, of maybe 5% reduction in precipitation, you know, for the growing season. Southern California, the Caribbean, Southern Europe, Northern Africa, the Central Asia, all of these places, 100 years from now, will typically experience, on average, 20 to 30% reduction in precipitation, right? So that's 5 times the Dust Bowl. Whether it's a dry climate, a new virus, or infestation, the genes to stop a famine may be in one of these boxes. When the last of the seeds descends the tunnel, the lights will go out, the vault will be locked, and Cary Fowler will have achieved his life's work, preserving civilization's past against an uncertain future. If worse comes to worse, it does save the world, but it also has a more mundane feature to it, which is it helps us every day in feeding people. C'est très grave. Donc après, là, on nous parle du traité transatlantique, mais à mon avis, ça va essayer d'être imposé.
Et du coup, il y aura libre-échange et ça va être des tas de produits de plus en plus dangereux qui seront vendus et mis à disposition du public. Moi, je pense quelque part qu'il y a déjà plein d'OGM dans la nourriture des animaux, donc dans les produits laitiers, dans la viande, probablement dans les poissons. Et là, les gens en mangent sans savoir. Il y a très rarement, sur les emballages, du moins en France, marqué sans OGM. Pour certains produits bio et encore, mais c'est très rare. Peut-être le maïs en boîte, il peut y avoir marqué sans OGM. Donc les gens mangent les OGM sans savoir. En France, il y a eu un film qui s'appelait Tous cobayes. Ce jour-là, l'équipe de tournage ignore que la porte du laboratoire les fera rentrer dans le secret d'une expérience fondamentale, aux conséquences insoupçonnables. L'affaire des OGM est un sujet non seulement planétaire, parce qu'il concerne tous les humains, mais historique. Parce que c'est la première fois qu'une technologie est ainsi en capacité de changer la totalité du monde et de donner à ceux qui la possèdent le pouvoir sur tout le reste du monde. Il y a deux grandes technologies qui ont bouleversé le monde au XXe siècle et qui continuent de le faire. D'une part, l'énergie nucléaire et d'autre part, la génétique, la transformation de la génétique. Elles sont intimement liées comme dans un réseau. Aujourd'hui, nous attendons qu'enfin, on puisse mettre en place par des laboratoires indépendants des analyses sur les effets à long terme pour la santé humaine des OGM. Très clairement, aujourd'hui, il y a des risques. Ce sont des risques graves. Nous avons toujours considéré que c'était un scandale que les gouvernements du monde autorisent des OGM sans faire des tests plus longs que 3 mois. Ici, c'est le cœur de l'expérience qui a demandé plus de 3 années de mise en place. C'est une expérience qui est déjà la plus longue au monde, avec des animaux qui mangent des OGM, avec l'herbicide qui va avec. Et c'est l'expérience qui va permettre de répondre à la question, ces OGM et ce pesticide, le pesticide Roundup, sont-ils toxiques à long terme sur la santé humaine? Les enfants du monde entier consomment des OGM dans 80% des produits transformés. C'est énorme. Sous la forme de résidus de 2 plantes OGM, soja et maïs. Ainsi, ils les retrouvent dans les produits laitiers, les sodas, les biscuits, les plats préparés, dans les sauces, même dans la viande hachée. Parce que le problème des OGM, c'est un peu comme le nucléaire, plus on avance dans les générations, plus ça s'aggrave. microsieverts par heure. Donc là, c'est très, très contaminé. Et c'est ça le problème de la radioactivité, de la contamination, c'est que c'est invisible, inodore. 子供たちがいるっていうことを考えたときに、やっぱりそれは怖い。なんかモルモット扱いにされてるような感じがします。俺たちを殺すんじゃない！子供たちを殺さないでくれ！ On se bagarre pour vos enfants, j'espère que vous en souviendrez toujours. Parce que les OGM, ils auront aucune limite. Si on se demande encore ce qui marie diaboliquement ces deux technologies, les OGM et le nucléaire, on découvre 3 liens qui les unissent fondamentalement. Le premier, c'est l'irréversibilité. Si vous vous laissez envahir par ces graines-là, qu'on appelle OGM, qui sont fabriquées par les multinationales,
pour venir envahir les pays sous-développés, c'est fini, vous avez la corde au cou pour de bon. J'ai consulté les études publiées au cours des 5 dernières années sur les impacts des différents modèles d'agriculture. Et j'ai été frappé de voir que de très nombreuses expériences recourant à l'agroécologie avaient donné des résultats remarquables, y compris à large échelle. Ici, il n'y a pas d'arbres. Ici, c'était un terrain de football. En 4 ans, on l'a transformé comme ça. Donc, c'est possible de transformer ce milieu. Le deuxième lien, c'est cette contamination omniprésente. En cas d'explosion nucléaire au Blayais, des décennies de radioactivité, environ 2 millions de personnes évacuées, le bassin d'Arcachon, le bassin de Marennes-Oléron et l'île de Ré, radioactifs, forêt landaise et littoral atlantique, radioactifs, tout le vignoble bordelais, radioactif. Avec les OGM, on en surrajoute. Le nombre de dockers malades, il y en a certains qui sont plus là, certains n'osent pas parler de leur maladie. Certaines maladies, c'est les mêmes que les agriculteurs. Pas mal de cancers aussi, avec tous ces pesticides et tout ça, qu'avant, ils n'avaient rien. Il s'avère que dans mon cas, si j'ai un cancer du rein, j'ai également un cancer de la thyroïde. Mais s'il m'arrive quelque chose, j'aimerais bien que le gamin, donc il a l'âge de comprendre, sache pourquoi. Et le troisième lien, très fort, c'est cette bioaccumulation de produits chimiques à l'intérieur des aliments. En fin d'expérience, 80% des femelles traitées sont atteintes de tumeurs mammaires. Voilà, elle a 3 masses en fait. Ah, pauvre animal, c'est horrible. La pauvre, elle en a 3, mais énormes, c'est des œufs de pigeon. Hein. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a eu beaucoup de rats qui ont été sacrifiés pour des tumeurs dépassant 25% du poids du corps. On a pour les rats traités au Roundup énormément de tumeurs. Hein, et pour la dose du robinet. C'est-à-dire, c'est ce que boivent les enfants en Bretagne parfois. L'effet OGM existe indépendamment des pesticides, et ça, c'est ma grande surprise. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est d'attendre. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'on attend les cercueils et les gens qui peuvent mourir. Que j'ai pas regardé, parce qu'en même temps, il y avait un film qui était encore mieux, qui s'appelait Génétique Roulette, qui est sorti aux États-Unis, avec Jeffrey Smith. Dans Génétique Roulette, on voyait les effets secondaires des OGM sur l'animal et sur l'humain. Et une fois qu'on retirait toute trace d'OGM, les animaux se comportaient mieux, il y avait une meilleure fertilité. Ouais. Et même les enfants autistes, on leur supprime les OGM, ça allait mieux. Sauf qu'en France, on va dire par le biais de scientifiques connus que les OGM, ça peut être dans l'alimentation lécithine de soja ou amidon de maïs transformé ou amidon transformé, des fois ils mettent juste le mot amidon. Et puis alors qu'il y a 100 additifs qui pourraient contenir des OGM. Et ça, Jeffrey Smith le dit souvent. Donc ils ont fait des tas de campagnes énormes aux États-Unis avec maman ne veut plus d'OGM, etc. Il y a beaucoup de choses aux États-Unis qui se passent contre Monsanto. Mais en France, on n'en parle pas. C'est en face, c'est affolant. Quand on voit le film aussi Alma de Patrick Rouxel, c'est almadefilm.com. C'était filmé sans autorisation au Brésil pour filmer la déforestation. C'est un film à pleurer, quoi. C'est sans parole, c'est le son, le show des images. Donc on arrache les forêts, on tue sur les animaux, et puis on fait de la vache à viande sur les racines des arbres pour faire le cuir, le lait, la viande. Et puis après on va aussi arracher la forêt pour faire pousser du maïs transgénique ou du soja transgénique. Et là vous avez des cargos entiers de soja, la graine de soja. C'est gigantesque à tel point qu'il y a du soja et puis un tractopelle qui a l'air tout petit qui remonte le soja dans les baies. Et je me dis mais c'est délire, et c'est pas le beau vient en France.
produits agroalimentaires aussi. Et là, on va dire, ah, bah oui, bon, je ne savais pas, quoi. Mhm. Les gens se disent, je dénonce les OGM dans les champs, mais on a encore plus dans l'assiette. Ok. Vraiment, ça peut en- Est-ce que vous estimez que la France traîne la patte vis-à-vis des Ah autres oui. pays européens par rapport à tout ça? Ah bah complètement, la France, c'est le pays où il y a le plus de supermarchés en Europe. L'agroalimentaire, c'est le domaine numéro 1. Ouais. Donc on va pas, on va autoriser encore plus de porcheries industrielles, on va transformer les éjections des porcs en choses, on va faire des usines pour ça, mais on va pas réduire la taille des exploitations. Et ces bêtes sont nourries aux OGM principalement. Et on va rien dire, quoi. Donc après, on mange déjà des aliments génétiquement modifiés, ce qui va atteindre les gènes de l'être humain. C'est pas par hasard qu'on se retrouve avec plus de 100 000 enfants autistes en France. Il n'y a pas que les vaccins qui rendent autistes. À mon avis, c'est malbouffe pendant la grossesse, plus vaccins, plus toxines dans l'air, dans les cosmétiques, Plus l'environnement. voilà. Et puis les gens, le cerveau, il stoppe. Ouais. Donc c'est vraiment inquiétant de voir l'état de santé de la population en France même et ailleurs. Mais on a des AVC du nourrisson aussi aujourd'hui. Depuis quelques années, il y a des bébés qui font un AVC en pleine grossesse sous le jour de leur naissance. Ça n'existait pas il y a 40 ans. Non, moi je suis en relation avec le professeur Sofruti qui a fait les études sur l'aspartame et sur le sucralose entre autres et sur d'autres sujets. Et donc on avait été au Parlement à Bruxelles en 2011 pour participer avec Corinne Lepage et une autre députée à une réunion publique sur l'aspartame. Et là il y avait le chercheur danois qui avait fait cette fameuse étude sur les femmes enceintes et l'aspartame. Et donc du coup ils ont présenté leurs travaux, il y avait Laurent Chevalier aussi, nutritionniste. Qui vont tout à l'heure là-bas. Et donc moi je suis venue, j'ai salué Madame Lepage parce que c'était par politesse, mais elle savait très bien qui j'étais. Et quand j'ai voulu poser les questions à la fin, la salle était remplie de lobbies. Il y avait les lobbies de l'aspartame, il y avait l'EFSA qui disaient mais non, l'aspartame tout va bien, on a les études et tout, qui essayaient de démonter ce qu'avaient dit les experts. Et quand j'ai voulu lever la main pour poser une question, Madame Lepage a dit non, on ne vous laissera pas parler parce qu'on n'a pas le temps. Désolée madame, sans dire mon nom, elle a dit on ne peut pas demander aux interprètes de rester plus longtemps que ça parce qu'on a pris beaucoup trop tard. Donc, il y a eu juste une question d'une femme de l'agroalimentaire sur un autre du courant, mais moi on ne va pas laisser parler, elle savait très bien de quoi j'allais parler par rapport à l'aspartame. Donc voilà, je pense que ces députés aiment bien faire parler d'eux, mais ils ne vont pas aller jusqu'au bout du sujet. Le but c'est de médiatiser certains députés. Oh regardez, elle a dit ça, c'est bien, mais après, voilà, moi j'étais dans le train l'été dernier, j'ai vu Eva Joly en première classe, et j'ai été la voir, j'ai dit bonjour Madame Joly, Corinne Bouger, enchantée, je dis je vous donne ma carte parce que je commence à me fatiguer à voir tous ces gens malades et puis que rien n'est fait, que pourraient faire les députés. Ah vous savez c'est pas facile, on n'est pas nombreux, j'ai dit vous êtes bien payés quand même. Je dis si vous n'êtes pas nombreux, alors elle me dit on avait un projet pour que les étiquettes soient plus lisibles. Et Corinne Lepage a voté contre. Je fais Corinne Lepage a voté contre. Je lui dis pourquoi? Elle me dit il faudra lui demander. Je suis passée par mon amie. Donc je voudrais lui demander vous-même. Mais bon, Madame Joly ne fait pas 300 kilos, elle n'a pas fait d'arrêt cardiaque, elle n'a pas de cancer. Hein, et tout va bien. Donc les députés, je suis sûre qu'ils en savent autant que les chirurgiens qui opèrent les pauvres obèses et qui ne sont pas obèses eux-mêmes. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de chirurgien obèse. Hein. Mais en général, les soignants, si vous regardez tous ces reportages sur l'obésité, sur plein de maladies, les soignants sont minces. Les chirurgiens aussi, et pas les malades. Donc c'est très grave. Quand on voit en parlant du Nutella, en France, on m'a rapporté un cas de 15 ans, un garçon, dont les parents allaient voir un pédiatre. Il fait 153 kilos, et tous les matins c'était 10 tartines de pain avec du beurre salé et du Nutella. Donc les parents ne voulaient pas comprendre qu'il fallait réduire le nombre de tartines. Donc pain, beurre plus Nutella, bien sûr que sans compter ce qu'il doit manger dans la journée, 153 kilos à 15 ans. Je me mets dans une voiture, voilà, en plein soleil, donc là on peut le voir. Voilà, là on le voit bien, la température dans la voiture est proche de 58 degrés. Et en fait, c'est la chaleur étouffante de la voiture va permettre de dissocier l'huile du chocolat. Voilà. Dancing across the room. In the moonlight I watch her sway. To her rhythm I'll go as groom.
Donc, sans parler de la lécithine de soja, qui est sûrement transgénique, qui sert d'émulsifiant, mais qui provoque aussi l'addiction comme l'arôme. Et l'arôme, c'est du glutamate. Qu'on trouve dans le chocolat, n'est-ce pas? Ouais, oui, c'est ça. La lécithine de soja. Et forcément, dans les paquets de chocolat, c'est pas indiqué si c'est la lécithine de soja OGM ou pas. En général, c'est OGM. Vous me disiez, Gilles-Éric Serrani qui m'avait dit ça il y a plusieurs années. Quand on voyait marquer lécithine de soja, c'était souvent OGM. Ok, et même si on trouve du chocolat bio? Dans le chocolat bio, il y a souvent la lécithine de tournesol, il y a bien marqué sans lécithine de soja. Ok, d'accord. Alors, en général, les chocolats bio, il n'y a pas de lécithine de soja. Ok. Mais, moi, je connais des maîtres chocolatiers qui étaient accros à leur chocolat à cause de cette lécithine de soja qui était là. Le soja provoque une addiction. Et donc, du coup, après, ils en mangent trop, quoi. Même les gens. Donc, en supermarché, c'est très rare de trouver des chocolats sans lécithine de soja. Mais bon, il faut déjà s'inquiéter de la qualité du chocolat. Si vous allez chez un maître chocolatier, même à Paris, parce qu'on a fait un reportage là-dessus, ben, pour rentrer, vous dites voilà, je suis allergique au soja, est-ce que vous avez des chocolats sans soja? Parce qu'il n'y a pas toujours des ingrédients sur les produits, surtout à la vente à emporter. Ah ben je vais regarder, je sais pas, vous m'en posez une bonne. On va chercher la liste, c'est écrit tout petit. Ah, j'arrive pas à lire, c'est trop petit, super. Si c'est trop petit pour vous, ce sera trop petit pour moi. Et elle me dit ah non, on n'a pas de chocolat sans soja. Et des grands maîtres chocolatiers connus sur les avenues de Paris. Donc dans ces chocolats-là, vous avez souvent aussi de l'huile de palme, donc sur le mot graisse végétale. Vous achetez des chocolats à 90 € le kilo, avant d'en emporter dans un joli petit coffret, un ruban, pour faire un cadeau. C'est du poison. Ouais, c'est un cadeau empoisonné. Bah oui, mais ça, les gens ne sont pas au courant, ils se font plaisir. Les macarons aussi, c'est un scandale, les petits macarons. C'est bourré de colorants. C'est bourré de colorants. Sucre, c'est bleu, rouge, vert, rose, c'est joli, hein, mais bon. Dans mon livre, j'ai bien mis l'article 17 et 24 de la Convention internationale du droit de l'enfant, où on explique bien que les États parties et les médias sont censés informer toutes les classes sociales et leur fournir les sources nationales et internationales. Donc du coup, on doit, les États et les médias, donc ça c'est l'article 17, les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales, c'est-à-dire de sources scientifiques du monde entier, hein, pas juste françaises, diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral, ainsi que sa santé physique et mentale. Donc les États parties doivent faire en sorte, encourager les médias à diffuser une information et à des matériels qui présentent une unité sociale et culturelle, etc. L'article 24, dit bien que les États, donc les gouvernements, doivent faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant. Tous les groupes de la société, c'est-à-dire les défavorisés et les favorisés. On se retrouve avec un fossé entre les gens du gouvernement, les députés, les ministres et tout ça, qui vont bien, et puis la population qui se retrouve un peu comme à l'Antiquité, il y avait les goûteurs pour les rois et les gens importants, il y avait un goûteur qui mangeait un peu ce qu'on allait donner au roi, et puis s'il mourait, ben, c'était la nourriture empoisonnée. Et nous, on se retrouve avec maintenant des 60 millions de goûteurs à peu près, et puis les gens du gouvernement et des industriels qui ne mangent pas ce qu'ils vendent, et eux ils vont bien, ils s'en mettent plein les poches, et les goûteurs payent d'abord de leur argent. Parce que quand on remplit un casier au supermarché, moi je touche pas à ces choses-là, mais avec 200 € de produits laitiers, de soda light, de bouillon cube, de plats en boîte, de chips, de bonbons pour l'anniversaire du petit. Vous voyez les caddies, vous levez les yeux, vous voyez l'état de la santé de personne, quoi. On remplit son caddie comme on remplit son estomac. Et après on paye parce qu'on a des symptômes bizarres à la maison, insomnie, fatigue chronique, machin, congé maladie. On passe 2 fois la caisse. On va chez le médecin, donc on paye, on va à la pharmacie, on paye, et après ça peut finir à l'hôpital, donc là ça rapporte beaucoup d'argent l'hôpital. Ce qui explique pourquoi les médias ne dénoncent pas, parce que c'est un business qui tourne. Tout est lié, les médias derrière. Et des fois les gens qui sont dans les médias sont des fois des lobbies pharmaceutiques, des lobbies de l'agroalimentaire. Donc, Bien sûr. Et donc on utilise les magazines pour les enfants, pour les familles, je ne sais pas les noms, mais pour dire oh, en France tout va bien, regardez l'histoire des bonbons, c'est rigolo les bonbons, les additifs sont très contrôlés en France, ne vous inquiétez pas, dormez tranquille. Et les parents ils achètent des magazines connus, et puis oh regarde, ils disent que. Et donc, puis non, quoi. Et jusqu'à ce moment s'en suit, malheureusement, on peut mourir d'un AVC après un plat préparé plus une soupe en sachet. Ou un arrêt cardiaque dans la nuit. Mais ça on ne dit pas. L'aspartame, depuis qu'il y a l'aspartame sur le marché, le professeur Boudreau-Monté, qui est aux États-Unis,
qui est un site qui s'appelle While Science Sleeps, pendant que la science dort. Et un livre qui explique que depuis qu'il y a l'aspartame sur le marché, il y a 50% plus d'arrêt cardiaque et d'AVC, il y a de plus en plus d'Alzheimer, de suicides, de cancers divers, troubles du comportement, à cause du méthanol de l'aspartame. Okay, et en France, on ne dit rien. Donc on fait consommer des sucrètes aux obèses, on laisse mâcher des chewing-gums aux jeunes en psychiatrie, on leur donne des sucrètes aussi dans leur café le matin à l'hôpital psychiatrique, parce que c'est un produit qui rend fou. Mais quand on essaie de faire passer l'info même dans les prisons, ça ne passe pas. Parce que dans les prisons aussi, les prisonniers sont soumis à des médicaments, des traitements, à de la malbouffe. Donc on ne peut pas s'en sortir. Donc, si vous allez sur internet, sur YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle Nutrition et comportement du docteur Blaylock en français. Elle existe aussi en anglais. Et c'est avec 2 lecteurs qu'on l'a sous-titré, qu'on l'a doublé, on a traduit en français parce que c'était pas fait. Et on l'a doublé. Et si tout le monde pouvait voir cette vidéo, qui dure 47 minutes, il y aurait moins de gens en prison, il y aurait moins de violence, il y aurait moins de schizophrènes, il y aurait moins... C'est une vidéo que j'ai mis hier ou avant-hier sur notre site. Oui. Qui, pour la diffuser, effectivement, c'est une importance capitale. Oui, et ça informe les parents, les pédiatres, tout le monde, parce que là, il est en français. Ça manquait. Donc ça a été beaucoup de travail bénévole pour ça, et je remercie les 2 personnes qui m'ont aidé. Mais ça faisait longtemps que je voulais voir cette vidéo en français, mais la tâche est énorme. C'est vraiment colossal, toutes ces pathologies. Donc après bon, si c'est pas trop tard et qu'on change d'alimentation, on peut s'en sortir. Mais s'il y a eu perte de la thyroïde, perte d'un œil, opération de l'articulation, une tumeur au cerveau qui a été opérée, des séquelles, on peut pas... Après un AVC, soit on meurt sur le coup, ou soit on finit handicapé pendant des années, voire toute sa vie. Moi j'ai déjà vu des victimes d'AVC en train de boiter avec un bras handicapé et un chewing-gum dans la bouche. Donc soit on s'arrête et puis on explique à la personne qu'elle risque un deuxième AVC, soit on voit que c'est trop tard neurologiquement, parce que c'est ah oui, c'est quand la personne mâche vite, avec les muscles surdéveloppés là, ça fait 10 ans qu'elle la mâche. Puis si les cheveux commencent à tomber, et puis le regard il est comme ça, alors ça n'approche pas de la personne, parce que neurologiquement c'est trop tard, elle est trop agressive. C'est la paranoïa dans ce monde. Donc et ça, il faudrait que je puisse l'apprendre aux gens pour qu'ils puissent aller informer chacun autour de n'importe où, dans le bus, dans un parc. Les parcs où il y a les enfants, les mamans, c'est affolant, parce que donner à manger aux enfants. Il faut informer, et c'est fatigant. Et si on se rappelle bien, dans les années 70, il était sorti un film avec Coluche et Louis de Funès, L'aile ou la cuisse. Est-ce que vous pensez qu'on s'en va vers ça? Que finalement, dans ce film-là, on voyait que c'était la bonne alimentation contre la mauvaise. C'est pas qu'on s'avance vers ça, c'est qu'on y est. Ne cherchez pas midi à 14h, car il y a un point sur lequel tous les Français sont d'accord. Il y a la bonne bouffe et la mauvaise bouffe. Il y a restaurant et restaurant. Je m'explique. Il y a du chemin et Tricatel. Si ça n'est pas clair dans votre esprit, je répète. Il y a du chemin qui donne des étoiles et des fourchettes et Tricatel qui sert de l'essence en guise d'apéritif. Quand on a mal mangé, on n'est pas content, mais on ne peut rien faire. Alors, quelqu'un va le faire pour nous. J'ai nommé... J'aimerais passer ma commande, s'il vous plaît. J'ai nommé Louis de Funès. Excuse me, but I have reserved one table for me. I am Mr. Young. Et quelqu'un va l'aider. D'accord, au début ça va être dur, très dur même. J'ai nommé Coluche. Vin soi-disant du sud de la France, composé en fait d'un tiers de vin italien, d'un tiers de vin grec, et le reste de colorants et produits chimiques. Vin que M. Tricatel donne chaque jour en abondance à sa nombreuse clientèle. Attention, ça tâche. Si je crois que ce Tricatel, je vais me le payer. Oui, ben mon stylo aussi. Tricatel. Les comptes vont se régler. Pas dans le journal, pas à la télévision, pas au Parlement. Ici, au cinéma.
voyez le fromage analogue, Ouais. les fausses viandes en préparation, c'est du délire, on y est. Ouais. Ils vous font des produits. C'était visionnaire dans ce Vous film-là. achetez, ouais, bah oui, vous achetez un gâteau en boulangerie, c'est la vente à emporter, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas les ingrédients. Vous l'achetez un autre gâteau en supermarché, sur la boîte en plastique, vous avez une petite étiquette blanche avec un peu d'encre noire pour les ingrédients. Et là, vous voyez que les framboises sont bourrées de colorants, il y a du je sais pas quoi faire briller. Oui, il y avait un document qui était sorti, je pense, il y a pas 30 ans, il montrait que dans les pâtisseries même, les gâteaux n'étaient pas faits sur place. Non, Ils étaient faits ailleurs. Et, ouais. Donc, dans le pain, il y a 200 additifs autorisés, dans la farine de soja. Donc, dans les pâtes à pizza, pizza toute faite au camion. Non, mais on sait plus ce qu'on mange. Donc on y est, ouais, c'était un film avant-gardiste, mais on y est. Ouais. Il y avait un autre film avant-gardiste qui s'appelle La Belle Verte de Colin Serrault des années 90, où ils imaginent que c'est une autre planète avec des gens plus évolués, qui font de la télépathie, qui mangent cru, qui vivent à l'extérieur. Il n'y a plus d'ordinateur, plus de voiture, plus tout ça. Et en fait, ils envoient quelqu'un sur Terre pour voir comment ça va, mais ça va très mal. Et c'est Colin Serrault qui joue, ça c'est extraordinaire comme film. Tout le système n'a été qu'un système de pompage du fric et des richesses du peuple pour les donner aux multinationales. Ça a été vraiment, c'est le but du système. La deuxième chose que les gens ne savent pas, c'est leur puissance à eux, consommateurs, aux petites gens, à tous, pour vraiment éradiquer ce problème. C'est-à-dire que la puissance du consommateur, les multinationales, c'est des géants avec des pieds, mais c'est même pas d'argile, c'est des pieds en papier crépon. C'est-à-dire que la minute où vous décidez de ne pas acheter, ils sont cuits. En 24 heures, ils sont cuits. Donc ça aussi, ça fait partie vraiment des grandes actions qu'on peut mener, parce que les élections, ils s'en foutent. C'est des valets. Ils ont que des valets qui sont élus, qui sont à leur botte, que ça, droite, gauche, ils sont tous à leur botte. Par contre, nous, les petites gens là, ceux qui achètent, ceux qui vendent dans les supermarchés, on a un pouvoir, on peut les faire tomber comme ça. On voit bien qu'il faut arriver à faire le grand boycott, mais on a tellement habitué les gens à surconsommer, à travailler, à faire vite, on va au supermarché, on fait ses courses, on est pressé, il faut regarder la télé, il faut répondre au téléphone, il faut acheter un 4x4, il faut acheter un téléphone portable dernier cri. Donc la nourriture, on va baisser le budget alimentation, donc c'est le contraire qu'il faudrait faire. Donc on va acheter à ces ados des chaussures de grande marque à 100 €, 150 € la paire, voire plus. Et on ne va pas acheter de l'alimentation naturelle. Parfois, il paraît plus cher, mais après, quand on change d'alimentation, on mange moins, mais mieux. Et on retrouve son corps et ses esprits. Sinon, il faut vouloir. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a consommé pendant longtemps des additifs alimentaires, qui prend conscience de ça, qui s'arrête, est-ce que vous pensez que c'est trop tard? Non. Ou est-ce que vous pensez qu'on peut encore changer les choses après une certaine Si date? c'est à au-delà de 75-80 ans, l'organisme se régénère moins bien qu'un ado ou qu'un enfant. Mais vous prenez les enfants, en général, déjà 5-6 jours, ils vont mieux. Hein. On a vu des enfants, dans les années 90 en Angleterre, il y avait des enfants criminels. Et donc ils ont pris 8 enfants criminels, ils ont changé l'alimentation pendant 3 semaines. 3 semaines. Au bout de 5 jours, ils allaient déjà mieux. Au bout de 3 semaines, c'est plus les mêmes enfants. Voilà, c'est sur un le comportement change. Oui, complètement. Donc ils vont mieux assez rapidement. Après, j'ai eu des cas à 30 ans qui faisaient 110 kilos, qui avaient mangé tout ce qui était en supermarché. Des problèmes de psoriasis, d'eczéma, de comportement, d'une élocution, de sommeil. Et donc la personne a trouvé mon livre, il avait 34 ans, il était à Metz. Et là, il a compris qu'il avait plein d'effets secondaires, donc il a tout changé. Même supprimé les produits laitiers, la viande. Et en 6 mois, il avait perdu déjà 15-20 kilos, il n'avait plus d'eczéma, plus de psoriasis, et il retrouvait ses esprits. Donc il est parti chez son médecin avec mon livre. J'ai dit non, je n'avais pas fait ça, il me dit si. Et donc le médecin il m'a regardé, il dit oh, vous allez mieux, vous avez maigri, vous avez plus d'eczéma, vous avez plus de psoriasis, vous avez fait quoi? Docteur, j'étais à la FNAC, j'ai trouvé ça, un petit livre. 9 €, c'est moins cher qu'une mutuelle. Et donc je lui ai dit non, vous n'avez pas montré mon livre au médecin. Il m'a dit si, il a pris les notes, il a dit que il a feuilleté, il a dit que c'était intéressant, qu'il allait l'acheter. Et donc j'ai dit, bah, écoutez monsieur, c'était juillet 2010, je lui ai dit, n'achetez plus d'habits, parce qu'au mois de décembre, vous aurez encore perdu 15-20 kilos, hein, ça va vite. Hein. Et vous aurez besoin de changer votre garde-robe, donc voilà, félicitations, continuez, quoi. Il était content. Il disait, oh, Dieu vous le rendra, je fais, bah, qui me rend déjà ce qu'on m'a pris.
Alors le moins traité possible, parce que les pesticides aussi c'est hyper dangereux au niveau du cancer, au niveau du cérébral et compagnie. On le sait maintenant pour les pesticides, seulement on achète des fruits traités aux pesticides en disant je vais les tuer, après il n'y aura plus de pesticides, c'est pas vrai. Ok, d'accord. Donc c'est moins cher, les fruits traités aux pesticides, c'est plus gros, c'est 2 fois plus coloré, on dit ça. Bon non, il faut retourner à l'alimentation la plus locale possible, la plus saine possible. Je sais que même le bio, on ne sait pas avec quoi c'était arrosé, s'il y a la pollution du ciel qui tombe dessus et compagnie. Le but c'est de limiter son exposition aux produits toxiques. Il n'y a pas que l'alimentation, il y a les vêtements, il y a les produits ménagers, il y a les cosmétiques, etc. Donc après, si on arrive à limiter au maximum les toxines, on est tous intoxiqués à quelque chose. Mais bon, si on arrive à limiter, c'est mieux. Et donc retourner à une alimentation la plus saine possible et la moins cuite, parce que la cuisson peut poser aussi des problèmes. Pas de micro-ondes, pas de cuisson dans le papier alu, pas de cuisson en papillote, pas de cuisson dans les casseroles en téflon, on a vu aussi. Et puis essayer de manger au moins 53 ou voire 55% de produits crus à chaque repas. Bon, aujourd'hui, vous voyez des enfants qui mangent, c'est la boîte de raviolis au micro-ondes, un yaourt aromatisé. Crudité, ah il aime pas, bah oui, mais fruits, ah oui, mais bon, en compote. Non, il faut des fruits frais, quoi. Donc bio si possible, même si le bio commence à être critiqué, mais au moins on a moins de pesticides. Après, mais bon, les gens ils regardent pas. Là je demandais à des élèves de faire une enquête sur le prix au kilo, parce que les chewing-gums en France ça va jusqu'à 85-90 € le kilo. Les petits cachous là jaunis dans les bureaux de tabac c'est jusqu'à 220 € le kilo. Et c'est marqué des fois sur l'étiquette, juste en dessous mais pas sur la boîte. Et donc du coup on me dit j'ai pas d'argent pour acheter des fruits, je t'achètes des chewing-gums à 75 € le kilo, t'as pas d'argent pour acheter un sachet de raisin à 5 kg. Je dis c'est quoi ce délire? Donc voilà, on retombe sur la même problématique. Donc s'informer. Ouais. Et puis être à l'écoute de son corps. C'est-à-dire que quand on mange un truc et qu'on on a une migraine, on est fatigué, on a envie d'aller dormir, on n'est pas bien, on est énervé, au lieu de se dire ah ouais, je vais aller chez le médecin, il me donnera un médicament, se dire qu'est-ce que j'ai mangé ce midi ou hier soir qui peut me faire ça. Le glutamate peut agir des fois pendant 3 semaines sur l'organisme. Donc déjà c'est neurotoxique pendant 48 heures après chaque dose. Donc l'aspartame c'est pendant 1 heure à 12 heures, c'est encore prouvé en Afrique du Sud en 2017. Et on ne dit rien. Donc il faut être à l'écoute de son corps et s'informer sur ce qu'on mange et sur ce qu'on donne à manger à ses enfants. Que ceux qui ont la chance d'avoir des enfants, il faut les préserver en bonne santé. Par exemple à Necker, à Paris, il y a beaucoup d'enfants bulles. Ces enfants qui sont des maladies immunitaires, maladies très très graves, et donc ils sont dans des bulles, c'est des chambres stériles, sinon ils n'ont plus de défense. Il y en a de plus en plus. Et je connais une maman qui avait une petite fille comme ça, 5 ans, et puis elle en voyait plein d'autres, puis elle a été voir le médecin, parce que sa fille, il dit mais docteur, pourquoi il y a autant d'enfants malades comme ça avec ces maladies auto-immunes? Il dit on sait d'où ça vient. Alors il dit mais dites-moi, parce que moi ça m'inquiète, parce que vous avez tous les enfants qu'il y a, pas autant, même 40 ans. Et puis il baisse les yeux comme ça, puis il regarde comme si on le surveillait, et puis il dit, ça vient de l'alimentation. Donc il le dit en cachette, dans un hôpital pareil, non mais ça va plus quoi. Ça va plus, il y a 4 ans, j'avais appelé une diététicienne là-bas, qui conseillait à l'hôpital Necker l'aspartame en poudre aux enfants dès l'âge de 3 ans, pour remplacer le sucre. Ah ouais, elle m'a entendu, hein. Ah bah. Je dis excusez-moi madame, on me dit que oui, qui c'est qui vous a dit ça? C'est peut-être une maman qui m'a appelé l'autre jour, qui a demandé mon nom. Je ne vais pas vous dire qui m'a dit quoi, mais vous êtes quand même dans un grand hôpital connu. Vous n'avez pas conseillé l'aspartame en poudre à des enfants de 3 ans, surtout sur la cardiologie. Alors elle me dit bah si, pas de problème et tout. J'ai fait écouter lors de votre formation, on vous a transformé en assassin potentiel et vraiment renseignez-vous sur ce que vous faites. Donc j'ai rappelé la direction, on m'a passé un photographe qui m'a dit appelez le professeur machin, qui voulait monter au créneau avec moi, puis rien fait. Donc voilà, ça rapporte trop d'argent les maladies. Donc quand l'enfant meurt, on va l'enterrer, il faut payer encore l'enterrement, c'est tout traumatisme. Il y a de plus en plus d'enfants malades. Ouais. Et comme on le voit dans le film Nos enfants nous accuseront, on se retrouve face à une génération d'enfants, mais une fois des tout petits, qui sont en moins bonne santé que celle des parents. Donc moi je m'inquiète pour la génération qui vient de passer, c'est trop tard, on va dire dans 80% des cas, mais il faut avoir quelques couples en bonne santé pour pouvoir avoir des enfants en bonne santé la prochaine fois. Et ça va pas être facile. Parce qu'on en est à, je pense, à peu près 3 générations minimum atteintes par l'aspartame et 5 ou 6 par le glutamate. Il n'y a pas que ça, après il y a les OGM, il y a tout. Donc comme ça attaque l'ADN, du coup on se retrouve avec... on est en train de récolter ce qu'on a semé. Avec les chiffres. Les chiffres sont vraiment impressionnants et on est en train de récolter
des millions d'obèses. Déjà, c'était un document que j'avais donné au ministère de la Santé en 2011. Donc on était déjà à 400 millions d'adultes obèses dans le monde. Et il y en avait 4 millions en France. Et 2 ans plus tard, il y avait 7 millions d'obèses en France. Ça n'a pas fait baisser le taux d'obésité. Donc diabète, 220 millions de cas dans le monde en 2011, 3 millions de cas en France, ça a dû augmenter. Anorexie, cancer, Parkinson, Alzheimer, etc. Maladie mentale, AVC, arrêt cardiaque, on s'en sort pas quoi. Donc moi je ne sais plus, je suis ouverte à toute idée pour faire avancer les choses. Des vidéos c'est bien, il faut que les gens puissent les voir et circuler. Mais il faut vraiment sensibiliser les enfants, les parents pour qu'ils s'informent. C'est mon chien qui adore. Ok. On va juste rappeler aux gens qui nous écoutent que vous avez écrit donc un petit guide. Moi je suis l'auteur du livre Additifs alimentaires de danger qui est en français, hollandais, italien, espagnol et roumain. Okay. Et là vous venez de sortir l'édition 2014, c'est ça? Là on vient de sortir l'édition 2014, fin janvier, qui marche très fort. Okay. Et donc c'est la 15e édition, j'ai changé la couleur d'un additif, les carragénanes, qui sont cancérigènes. Et puis on lit le début du livre, on saute le tableau. Là le tableau est fait pour prendre des notes des produits et entourer les effets secondaires. Après il y a l'index. Et puis après on lit la fin avec tout ce qui est aspartame, glutamate, référence. Et puis on s'informe. Maintenant on n'est pas obligé de s'informer. Hein. Il y a des gens qui vont vous dire laisse-moi tranquille, il faut mieux mourir de quelque chose. Mon médecin m'a dit que c'était pas vrai. Donc et ça rentre dessus, ça fait baisser le quotient intellectuel et ça empêche de réfléchir. Tous les gens sont un peu comme dans le brouillard. Ils ont du mal à réaliser, mais c'est fait exprès. Quand on n'a plus la volonté, Dr Blalock dit souvent aux États-Unis, il faut vouloir, mais il faut savoir, mais aussi il faut vouloir. Et donc, puis il y a des gens qui sont contents, entre guillemets, d'être malades. Ils sont classés handicapés, et puis ils n'ont pas envie de changer leur état. On ne peut pas forcer un âne à boire s'il n'a pas soif. Non, je vous conseille en anglais, il n'est pas encore en français, le livre, ce n'était pas Alzheimer, c'était le glutamate monosodique. En anglais, de Adrienne Samuels, qui était la femme de Jack Samuels et qui a écrit un peu leur aventure contre le glutamate dans ce livre avec la puissance des lobbies et des médias. Donc tout est là quoi. Ok. Vous voulez peut-être rappeler l'adresse de votre site web où on peut se procurer votre bouquin? Alors mon livre c'est santéendanger.net. Mais vous pouvez aussi trouver le livre dans certaines librairies, ma boutique diététique en France. Et donc des fois j'en envoie au Canada, mais bon ça fait des frais de port, quoi, c'est important. Donc sinon vous pouvez toujours en ramener. Donc, voilà, je vous souhaite à tous une bonne santé, soyez solidaires, passez l'information à vos voisins, vos amis, les enfants, apprenez-leur à lire les étiquettes dès le plus jeune âge, mais qui savent lire, pour survivre à ce génocide alimentaire. Merci Mme Bouger. Ouais.